Bonjour. Bon, bah, comme j'ai dormi toute la journée, enfin beaucoup, euh, et ben, j'ai décidé de faire les lectures quand même. Parce que, en fait, ça me manque, et tant pis si je parle du nez que je me mouche. Mais comme ça, bon, j'aurai le sentiment d'avancer quand même un peu. Alors, on va s'occuper d'Ulysse, des textes fondateurs. Puis aussi, en fait, surtout, j'ai hâte de passer à des nouveaux livres. Donc il faut finir ceci. Voilà. Et puis je connais pas. Enfin voilà, je suis un peu. J'ai une grande connaissance de l'Antiquité, on va dire, mais certains textes très évidents, j'ai des a priori, par exemple sur Ulysse. Voilà. Et on est en plein dedans. Moi, l'Odyssée, j'ai pas réussi, hein. Mais en même temps, je sais qu'il faut lire, que c'est passionnant, que ce récit comporte des clés, aussi bien que des aberrations, évidemment. Alors, les sirènes. Mais j'ai déjà lu les sirènes, si je ne m'abuse. Sur l'île d'Hélios. Puis ils abordent l'île de Trinacri, où pèse. Ah, d'ailleurs, je vais faire un petit encart. Si vous débarquez sur la chaîne, sachez que chaque vidéo fait partie d'une playlist. Donc, le, enfin, comme certaines vidéos sont scindées en plusieurs vidéos, certaines lectures sont scindées en plusieurs vidéos, le mieux est peut-être de commencer par la première de la playlist en question. Voilà. Bon, je reprends. Sur l'île d'Hélios. Donc, c'est quoi cette île? Puis ils abordent l'île de. Mais je l'ai déjà lu. Bon, j'ai déjà lu. Désolée. Une effroyable tempête. Et voilà, c'est le rhume, ça rend un peu bébête, hein. Une effroyable tempête. Nous poussâmes aussitôt la nef à la mer. Mais dès que nous eûmes déployé les voiles et quitté l'île, les dieux abattirent sur nous une série de catastrophes auxquelles il nous était impossible d'échapper. Une nuée épaisse enveloppa la nef et, au-dessous, la mer devint noire. La tempête rompit les deux étais du mât, qui tomba dans le fond du navire avec tous les haubans. Il fracassa la poupe, brisant tous les os de la tête du pilote qui tomba à l'eau, semblable à un plongeur. Quelques instants après, la foudre frappa la nef qui tourbillonna et s'emplit d'eau. Tous les hommes furent précipités à la mer. Semblables à des corneilles marines, ils furent engloutis par les hautes vagues, et aucun dieu ne leur permit d'échapper à la mort. Je resterai seul debout sur le bateau, que les flots emporteront à leur gré. Le mât rompu, je dériverai par la force des vents. Il ne me restait plus que mes mains pour aviron, et je fus entraîné ainsi pendant 9 jours. La 10e nuit, les dieux me poussèrent vers Calypso, qui me recueillit et me retint dans son île. Et maintenant, me voici parmi vous. Je me disais hier, Calypso, c'est comme Apocalypse, sauf que c'est comme Apocalypse. C'est l'anagramme de Apocalypse. Je sais, c'est con, mais bon, j'y pensais hier. Et aussi, je voulais te dire, franchement, Ulysse, ce héros, si t'es au courant que tous tes amis vont crever s'ils traînent avec toi, parce qu'il est au courant, Ulysse, hein, qu'ils vont tous crever s'ils traînent avec lui. Mais ça l'empêche pas. Il estime que sa vie est. Enfin, il estime que sa vie est beaucoup plus importante que celle de ses potes. Je trouve ça assez incroyable, non? Vous trouvez pas? Donc, c'est bien, je comprends pourquoi j'ai jamais trop kiffé l'Odyssée. Je sens pas cette Ulysse. Enfin, bon, en même temps, on va dire, ces pseudo-héros ont le mérite de, ben, de montrer la tragédie de l'oligarchie humaine en même temps, pour ceux qui veulent bien l'entendre et le comprendre et le voir. Le mendiant d'Ithaque. Les Phéaciens reconduisent Ulysse à Ithaque avec de nombreux présents qu'ils cachent dans une grotte sur le rivage.
Pour que les prétendants ne le reconnaissent pas, Athéna donne à Ulysse l'apparence d'un mendiant. Il est alors accueilli avec charité par Eumée, son ancien porcher, chez qui il rencontre son propre fils, Télémaque. Il lui révèle son identité, puis s'en va trouver Pénélope et les prétendants dans son palais, accompagnés d'Eumée. Ils approchèrent bientôt des demeures royales et s'arrêtèrent. Le son d'une cithare creuse leur parvenait ainsi que l'odeur du repas. Ulysse dit alors à Eumée: Va donc devant, et moi je resterai ici. Ah, je lutte contre l'éternuement, c'est horrible. Ça va passer. Ouh. J'ai l'habitude des blessures, et mon âme est patiente sous les coups, depuis que j'ai subi tant de maux sur la mer et dans la guerre. Advienne que pourra, et il ne m'est pas possible de cacher la faim cruelle qui ronge mon ventre. Tandis qu'il parlait, un chien, qui était couché là, releva la tête et dressa les oreilles. C'était Argos, le chien du malheureux Ulysse, qu'il avait nourri lui-même autrefois. Il gisait là, abandonné de tous, sans soin, rongé de vermine. Bah alors, Pénélope, tu t'occupes pas du chien, ton mari? Elle est bizarre, Pénélope, hein, quand même. Dès qu'il eut flairé l'approche de son maître, il remua la queue et coucha ses deux oreilles, mais il ne put s'approcher de lui. Ulysse le vit et essuya une larme, en se cachant d'Eumée. Eumée pénétra dans la demeure pour se rendre au milieu des prétendants. Au même moment, les ombres de la mort saisirent le chien Argos, qui venait de revoir son maître après 20 ans. Oh. Télémaque, le premier, vit Eumée s'avancer. Il lui fit signe et l'appela auprès de lui. Un peu après, Ulysse entra dans la maison, semblable à un vieillard et à un misérable mendiant, et il s'assit au seuil de la salle où tous étaient rassemblés. Je suis chiante, mais j'ai envie de dire aussi ce que traduit l'Iliade et ce que traduisent l'Iliade et l'Odyssée, c'est aussi que, enfin, selon moi encore une fois, c'est que le culte que l'homme rend aux dieux est égal au culte qu'il exige qu'on lui rende. Voilà. Bon, c'est très profond ce que je viens de dire, mais j'ai remarqué l'exactitude. Enfin, je pense être sur le bon filon parce que, contrairement par exemple au New Age, qui sont influencés par des ou canalisés par des entités X, Y, Z, bah, moi j'ai jamais, euh, bah, quand j'ai rencontré des êtres un peu bizarres, on va dire, bah, j'ai jamais eu ni la présomption, ben, enfin, j'ai jamais eu cette idée que j'avais un culte à leur rendre, ni une influence à en recevoir, ni une influence à donner à mon prochain sous prétexte que j'avais eu une connexion particulière. Et je pense que cette souveraineté qu'on doit gagner en soi-même et ce côté pathétique de l'humain, c'est la clé finalement. Homère, c'est pas un connard. Il nous montre l'absurdité, la tragédie humaine, à nous d'en saisir l'absurde et de la contrecarrer, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça, moi, Homère, j'aime bien, hein. C'est pas parce que. Mais je n'ai aucun doute sur les récits dont il nous fait part. Et je trouve, pour revenir au Graal, que Jean-Marc Cale se fait un illustre chroniqueur de ce cycle, pour faire un petit parallèle. Mais du coup, j'invite vraiment chacun à se préserver de toute influence et, et de voir et de rendre un culte à son environnement et non pas à des choses qui, auxquelles il n'a pas accès. Voilà. Tata, tata. C'est pour ça que je kiffe la religion grecque, qui n'était pas une religion. Les Grecs rendaient un culte à la nature par le biais des divinités, au compte-gouttes, quoi, selon les circonstances ou les saisons. Et en rendant culte aux dieux, on rendait culte à la nature et à l'environnement. Voilà. Ah, bon bah,
J'aurais tenu 10 minutes sans me moucher. Hop. Ah, je sais plus où j'en étais. Alors, porte ceci et donne-le à l'étranger, et dis-lui de mendier ensuite auprès de chacun des prétendants. Ulysse remercia Télémaque auprès du porcher, puis dîna pendant que la Haide chantait dans le palais. Après avoir mangé, il pria chacun des prétendants en commençant par la droite et en tendant les deux mains, comme on coutume de faire les pauvres. Il voulait distinguer les justes et les injustes. Tous lui donnaient par pitié, mais il s'étonnait et se demandait qui il était et d'où il venait. Un chevrier révéla alors qu'il avait vu le porcher conduire cet étranger dans le palais. Antinos prit le porcher à part et lui dit : « Pourquoi as-tu conduit cet homme à la ville ? N'avons-nous pas assez de vagabonds et de mendiants ? Cette calamité des repas ? Ne trouves-tu pas que ceux qui sont réunis ici pour dévorer les biens de ton maître ne sont pas assez nombreux pour que tu aies encore appelé celui-ci ? » Eumée défendit le mendiant et Antinos seul s'emporta contre eux, brandissant son siège pour les menacer. Mais tous les autres donnèrent à Ulysse et emplirent sa besace de viande et de pain. Ulysse, avant de s'en retourner pour goûter ses dons, « Ah non, 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 pas dans la chambre. Pas dans la chambre, les petits lapins. Non, non, non. Eh, c'est pas possible, quoi. Les chiens, ils sont dans la chambre, je suis en train de faire une lecture. » Mais toujours, hein, faut toujours qu'il y ait sabotage. Hein. C'est incroyable. Hein. Je suis en pleine lecture, merci. Un chevrier révéla alors qu'il avait vu le porcher conduire cet étranger dans le palais. La nuit, c'est les ronflements. Le jour. Purée, désespérant. Un chevrier révéla alors qu'il avait vu le porcher conduire cet étranger dans le palais. Antinos prit le porcher à part et lui dit : « Pourquoi as-tu conduit cet homme à la ville ? N'avons-nous pas assez de vagabonds et de mendiants ? Cette calamité des repas ? Ne trouves-tu pas que ceux qui sont réunis ici pour dévorer les biens de ton maître ne sont pas assez nombreux pour que tu aies encore appelé celui-ci ? » Eumée défendit le mendiant, et Antinos seul s'emporta contre eux, brandissant son siège pour les menacer. Mais tous les autres donnèrent à Ulysse et emplirent sa besace. Je l'avais déjà lu, mais bon, comme j'ai parlé entre-temps. De viande et de pain, gna 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 gna. Antinos, tu n'as pas les pensées qui conviennent à ta beauté. Moi aussi j'ai habité heureux dans de riches demeures, et je donnais souvent aux mendiants, sans demander d'où ils venaient. Mais Zeus m'a dépouillé. Antinos lui répondit alors : « Quel dieu nous a apporté ce fléau, ce trouble festin ? Passe au large. » Et il menaça Ulysse. Celui-ci alors dit : « Tu n'as donc que la beauté, mais point de cœur. À celui qui mendierait dans ta propre maison, tu ne donnerais même pas un grain de sel, toi, qui, assis maintenant à une table étrangère, profites de l'abondance. » Antinos, redoublant de rage, répliqua : « Je ne pense pas que tu sortes d'ici sain et sauf après un tel outrage. » Il saisit son siège et frappa Ulysse à l'épaule droite. Mais Ulysse demeura ferme comme un roc. Il resta silencieux, méditant au fond de son cœur la mort d'Antinos. Le jeu de l'arc. L'après-midi vint, et la déesse Athéna inspira à Pénélope de proposer une épreuve aux prétendants, car ceux-ci la pressaient de choisir l'un d'entre eux comme époux. Le divin Ulysse, au temps de son règne, possédait des haches qu'il rangeait en ligne comme des mâts de navire, et il aimait s'adonner à un jeu. Debout, à une assez grande distance, il les traversait toutes d'une flèche à l'aide de son arc. Pénélope se hâta de monter avec ses servantes dans la chambre haute où étaient enfermés l'arc courbe, le carquois et les terribles flèches. En les décrochant, elle pleura amèrement, puis, après s'être rassasiée de larmes,
elle alla à la grande salle vers les prétendants arrogants. Alors, inspirée par Athéna, elle leur lança un défi. Celui qui, de ses mains, tendrait le plus facilement l'arc et qui lancerait une flèche à travers les 12 anneaux des haches, celui-là pourrait l'épouser. Elle ordonna alors au porcher Eumée de porter au prétendant l'arc et les flèches. Eumée obéit en pleurant, et un autre serviteur fidèle, quand il vit l'arc du maître, pleura aussi. Antinos engagea alors les prétendants à tenter de relever le défi de Pénélope. Le premier qui tenta l'épreuve s'abîma vainement les doigts, et il dit aux autres: Amis, qu'un autre essai, mais je crois que nous devons renoncer à l'espoir d'épouser Pénélope. Il faut chercher une femme ailleurs. Sage parole. Ils placèrent l'arc devant le feu pour l'amollir, et tour à tour, ils tentèrent de le tendre, sans y parvenir, car ils étaient loin d'avoir assez de force. Seul Antinos ne s'était pas encore essayé. Mais Ulysse prit soudain la parole. Écoutez-moi, prétendant de l'illustre reine. Donnez-moi cet arc, afin que, devant vous, je fasse l'épreuve de mes mains et de ma force, et que je voie si j'ai conservé ma puissance d'autrefois dans mes membres alertes, ou bien si ma vie errante me l'a enlevée. En entendant ces paroles, tous les prétendants s'irritèrent. Ils craignaient secrètement que le misérable étranger ne réussisse à tendre la corde de l'arc. Antinos l'injuria violemment en l'accusant d'être ivre et lui conseilla de ne pas chercher à combattre des hommes plus jeunes que lui. Puis il s'adressa à ses amis. Chassons cet homme, car il ne serait point convenable qu'il prétende épouser la reine. Nous ne devons pas risquer que ce misérable parvienne à tendre l'arc, car nous devons aussi craindre l'opinion du peuple. Que penserait-il de prétendants qui ne seraient pas parvenus à faire ce qu'un misérable vagabond aurait réussi aisément? Le porcher, encouragé par Télémaque, prit l'arc et l'apporta à travers la salle au milieu du tumulte et des protestations des prétendants. Il remit l'arc et le carquois, emplis de flèches, à Ulysse, dissimulé sous les traits du mendiant. Pendant ce temps, le serviteur fidèle verrouillait les portes de la demeure et de la cour. Ulysse déjà maniait son arc, le tournant de tous côtés, examinant si les vers n'avaient point rongé la corne pendant son absence. Les prétendants murmuraient entre eux en le regardant. Ce vieillard doit être un amateur ou un voleur d'arc. Peut-être possède-t-il un semblable dans sa demeure. Comme ce vagabond, plein de mauvais desseins, le retourne entre ses mains, ou bien il disait encore: plutôt Dieu que cet arc lui porte malheur. Gna 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 gna, gna 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 gna. Ils aimaient déjà les cancans à l'époque, hein. Le subtil Ulysse, lorsqu'il eut bien soupesé et étudié l'arc en tous sens, le tendit aussi aisément qu'un homme tend les cordes de la cithare. Il tendit de sa main droite la corde et la fit résonner avec ses doigts comme un cri d'hirondelle. Une amère douleur saisit alors les prétendants qui pâlirent d'angoisse. Zeus tonna fortement, faisant un signe manifeste. Ulysse alors saisit une flèche qui était hors du carquois. Il l'ajusta sur l'arc, prit la corde et la plaça sur l'encoche, et, sans même se lever de son siège, il tira en visant juste. Il ne manqua pas une des 12 haches. Il dit alors à Télémaque: Télémaque, ton hôte te fait-il honte? Je ne me suis pas écarté du but, et je ne me suis point longtemps fatigué à tendre cet arc. Ma vigueur est intacte, et les prétendants ne me méprisent plus. Mais voici l'heure de préparer le souper, pendant qu'il fait encore jour. Sur ces mots, il fit un signe à son fils. Télémaque reprit son épée, il empoigna sa lance et se dressa non loin de son père, armé de l'arc. Le massacre des prétendants. Oh, oh. Alors le subtil Ulysse se dépouilla de ses haillons, et, armé de son arc et de son carquois rempli de flèches, bondit de sa place et s'avança vers les prétendants. Voici finie l'épreuve. Maintenant je viserai une autre cible encore intacte, et j'espère l'atteindre si Apollon m'en accorde la gloire. Sur ces mots, il envoya une flèche sur Antinos. Celui-ci s'apprêtait à boire du vin doux. Il allait soulever une belle coupe d'or.
et ne pensez pas à la mort. La flèche d'Ulysse le frappa à la gorge, et sa pointe traversa de part en part son cou délicat. Il s'effondra, la coupe s'échappa de sa main inerte, et un jet de sang jaillit de ses narines. Ses pieds renversèrent la table et les mets roulèrent épars sur le sol. Encore une petite réflexion là, comme ça. Oups, ça me fait quand même vachement penser aux scènes très précises de démembrement dans le cycle arthurien. J'aime bien d'ailleurs. Ils n'avaient pas le cinéma, mais ils connaissaient, ils avaient déjà l'esprit film d'horreur. Alors, les prétendants, quand ils virent Antinos tomber à terre, se levèrent de leur siège dans un grand tumulte. Ulysse dévoila alors qui il était. Chien, vous ne reconnaissez pas votre roi Ulysse. Vous ne pensiez pas que je reviendrais au pays des Troyens, du pays des Troyens. Et vous dévoriez ma maison, et vous prétendiez épouser ma femme, ne redoutant ni les dieux de l'Olympe, ni les hommes. Maintenant, votre sombre destinée va s'accomplir. Vous allez mourir. En entendant cela, les prétendants s'agitaient, cherchant à fuir, envahis par la peur. Tels des oiseaux, de proie fondant sur leurs victimes, Ulysse et ses compagnons les tuèrent un à un, les frappant de tous côtés. Je croyais qu'ils étaient tous morts, ces compagnons. Un horrible bruit mêlé de gémissements et de coups s'élevait dans la salle. Le sol ruisselait de sang. Les prétendants ne pouvaient ni lutter ni fuir. Certains s'élançaient aux pieds d'Ulysse et le suppliaient en affirmant n'avoir jamais insulté ses servantes ou ne pas avoir profité de ses richesses. D'autres disaient même avoir retenu leurs compagnons lorsque ceux-ci commettaient des excès. Mais le subtil Ulysse connaissait la vérité pour l'avoir vu sous son déguisement de mendiant, et en riant répondait par une moquerie. Puis de son épée, il tuait l'homme. Quel manque de mansuétude, Ulysse! Enfin, Ulysse examina la grande salle, afin de voir si l'un des prétendants vivait encore et avait échappé à sa colère. Mais il les vit tous, étendus dans le sang et dans la poussière, amoncelés comme les poissons que les pêcheurs viennent de sortir du filet. Vous remarquerez cette belle allégorie. La dernière épreuve. Restée dans ses appartements, Pénélope ignore tout de ce qui s'est passé. Ulysse envoie sa vieille nourrice lui apprendre que les prétendants sont morts et que son époux est de retour. Pénélope reconnaîtra-t-elle Ulysse qu'elle n'a pas vu depuis 20 ans? Après avoir passé le seuil de la grande salle, Pénélope alla s'asseoir en face d'Ulysse, à la clarté que répandait le feu. Ulysse, appuyé à une haute colonne, avait les yeux ailleurs, attendant que sa compagne, maintenant qu'elle l'avait vue, lui parle. Mais elle resta muette, son cœur restait saisi de stupeur. Tantôt elle reconnaissait Ulysse dans ce visage, tantôt elle doutait que ce fût lui, vêtu de ses haillons. Oh! Comme elle restait ainsi silencieuse, Télémaque prit la parole. Malheureuse mère au cœur cruel, pourquoi restes-tu ainsi loin de mon père? Pourquoi ne t'assieds-tu point auprès de lui pour lui parler et l'interroger? Aucune femme ne pourrait, comme toi, se tenir loin de l'homme qui, après 20 ans d'absence, retrouve la terre de sa patrie. Ton cœur est-il dur comme la pierre, mais débile mental. C'est lui qui... Eh, mais ils sont graves quand même, hein. Genre, c'est elle qui a dit à son mari d'aller se barrer pendant 20 ans. Ah non, mais oh, genre, ouais, je suis partie pendant 20 ans, j'ai fait du tourisme sexuel. Et ma femme, son devoir, c'est de me sauter dans les bras et de faire youpi! Non, mais au secours, quoi. Attends. Non, mais aberrant, non? Vous n'êtes pas d'accord? Ah, tiens, il y a le bleu. Le bleu de l'esprit qui m'envahit. Il n'est pas toujours là, il vient des fois, des fois. Il paraît que les respiriens, ils se nourrissent de ça. Du bleu, de la lumière bleue. Tiens, on va essayer pour voir. Attends, mais j'arrive pas.
Ah bah il est là. Je mange du bleu. Les respiriens, c'est ceux qui se nourrissent de lumière et qui ont plus besoin de manger de nourriture. Bah, d'ailleurs, j'en parle dans le tirage que j'ai fait pour le 11. Je suis tombée sur Hexagramme 27, les commissaires sur des lèvres. Et il y a un personnage intéressant dans les commissaires sur des lèvres. Les commissaires des lèvres, c'est pas mal aussi. C'est la tortue magique. Et même si j'en parle dans l'explication du tirage, la tortue magique, c'est c'est ce qui en nous nous permet d'être autonome et de se nourrir uniquement d'air. Et du coup, je me dis, ouais, ils se gourrent un peu quand même, les respiriens. C'est pas le soleil qui nous nourrit. C'est beaucoup plus subtil que ça. On n'a pas besoin du soleil pour. Mais bon, là, je suis juste. J'ai commencé seulement mes recherches là-dessus. Là n'est pas le propos. Donc voilà, ça y est, je me suis énervée. Ton cœur est-il dur comme la pierre? La sage Pénélope, mais elle a juste pas baisé depuis 20 ans. Oh, non, mais ils sont graves hein, quand même. La sage Pénélope répondit alors à son fils: Mon enfant, mon âme demeure stupéfaite, et je ne puis prononcer un mot, ni questionner, ni même regarder son visage en face. Mais s'il est vraiment Ulysse, revenu dans sa demeure, nous saurons nous reconnaître, car il est entre nous des signes secrets que tous ignorent et que nous sommes seuls à connaître. Oh, la classe! Le patient Ulysse a ces mots. Bah oui, et puis de quoi je me mêle, connard? Ils sont chiants les gosses des fois, hein. De quoi ils se mêlent? Le patient Ulysse a ces mots, sourit et dit aussitôt à Télémaque: Télémaque, laisse ta mère m'éprouver en cette salle. Peut-être alors me reconnaîtra-t-elle mieux. Genre, touche-moi la bite. Désolée, mais. Quelle horreur. Là, mais c'est absurde, hein, mais bon. Maintenant, comme je suis souillé de sang et recouvert de haillons, elle ne peut encore estimer qui je suis. Comme si. Puis la reine, qui désirait éprouver son mari, demanda à la nourrice d'apporter dans la grande salle le lit qu'Ulysse avait construit lui-même. Ulysse poussa un gémissement et dit à sa compagne fidèle: Ô femme, quelle triste parole as-tu dite? Qui donc a transporté mon lit? Aucun homme, même jeune, à moins qu'un homme lui vienne en aide, ne peut déplacer ce lit que j'ai fait de mes mains. Ulysse raconta comment, alors que dans la cour de la demeure s'élevait un robuste olivier, il l'avait lui-même taillé et avait construit la chambre nuptiale tout autour, pierre après pierre. Il aurait donc fallu, pour transporter le lit, trancher l'olivier au-dessus des racines. En entendant cela, les genoux et le cœur de Pénélope défaillirent. Toutes ces paroles prouvaient que devant elle se trouvait son mari, Ulysse. Elle vint à lui, l'enlaça de ses bras, baisa son visage et dit en larmes: Ne t'irrite pas contre moi, Ulysse, toi le plus prudent des hommes. Les dieux nous ont envié la douceur d'être ensemble. Ne me blâme pas de ne pas t'avoir tout de suite embrassé. Au fond de moi-même, je craignais qu'un homme venu ici ne me trompe par de belles paroles. Mais maintenant, je n'ai plus à trembler, tu m'as convaincu. Elle parla ainsi, et le désir de pleurer envahit Ulysse. Il sanglotait en serrant dans ses bras sa chère et prudente Pénélope. La vue de son mari était si douce à Pénélope qu'elle ne pouvait desserrer son étreinte. La vieille nourrice prépara alors, à la lumière des torches, le lit fait de tissu et de drap moelleux. Puis elle conduisit dans la chambre nuptiale Ulysse et la reine qui joyeux se couchèrent. Ouhouhou, ça finit bien pour une fois. Voilà. Donc prochain chapitre, Énée et la fondation de Rome. Voilà qui mérite
Ouais, c'est un long chapitre. Mais normalement, je devrais. Après, il y aura la Bible des Juifs et des chrétiens. Une chose à la fois. Voilà. Bah, tout à l'heure, peut-être.